Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour la session Nos perceptions nous trompent-elles. On l'a vécu, on le veut que vous la viviez pour être précis. Nous on l'a vécu en préparation, mais on veut que vous la viviez comme une expérience immersive. Nos perceptions nous trompent-elles, c'est-à-dire que vous allez percevoir une session et puis vous allez bien voir si vous pensez que ça vous a trompé ou pas. En tout cas, on espère que ça va vous éclairer. Avant de commencer, je voudrais savoir ceux qui sont d'accord avec l'idée que les perceptions nous trompent. Nos perceptions à nous. Ah oui, c'est très très majoritaire. Et ceux qui pensent que du coup elles ne nous trompent pas. Oh là. Bon, moi je crois qu'elles ne me trompent pas, oui. Du coup, vous allez voir, enfin, pour en avoir discuté tous les 5 plusieurs fois, vous avez, c'est pas l'école des fans, mais pas loin. Une partie, vous avez raison, mais il va falloir qualifier comment. Et une autre partie, vous allez voir que au sens strict, littéral, nos perceptions ne peuvent pas nous tromper. Tout simplement parce qu'on ne peut percevoir que par ses sens. Et les sens nous donnent que des perceptions. Donc on va revenir un peu là-dessus. Alors pour aborder le panel, on a 4 personnes distinguées en recherche dans des domaines très très variés. Je commence par celui qui est le plus éloigné de l'économie, Pascal Ludwig, qui est juste au milieu, qui est donc philosophe des sciences cognitives. Alors, c'est le cerveau, c'est l'esprit, il nous en dira peut-être un tout petit peu au tout début pour nous raconter. Ensuite, il y aura Annie Cotte, qui est professeure d'épistémologie et d'histoire de la pensée économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Peut-être que le 1 a été perdu depuis mes études. Erwan Gauthier, qui est économiste à la Banque de France et qui est celui qui sait comment, si, pourquoi on doit analyser des sondages sur les perceptions, sur les grandeurs économiques. Et puis Astrid Hopfenzist, qui est professeur en économie expérimentale, donc il va y avoir une expérience forcément, économie expérimentale, à l'EM Lyon, école de management de Lyon. C'est parce que j'aime pas les sigles. Je travaille dans une institution, la Banque de France, où il y a trop de sigles, donc maintenant je les dis. Donc on va faire 2 tours de table. Une première qui est en fait de caler un peu le sujet, de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire les perceptions, et à la fin vous saurez comment vous pouvez ou pas amender votre réponse initiale sur la question. Et puis la deuxième, qui est une dimension importante en fait pour toute idée de politique publique ou de politique économique, c'est comment le fait que l'on perçoive des choses et que ces perceptions peuvent être, en tous les cas, sinon fausses, au moins très différentes selon les personnes, comment ça a un impact sur nos vies collectives, la vie en société, et puis la politique économique, c'est-à-dire... on va dire, on est au journal de l'économie, donc on s'intéresse essentiellement à la question de la politique économique. Mais vous pouvez poser des questions pendant toute la session. Moi, je les reçois sur la tablette. C'est les questions il n'y a pas de mauvaises questions en matière de perception. Il n'y a pas de mauvaises questions en général, mais là particulièrement. Donc là, vous n'avez même aucune excuse. Mais donc, du coup, n'hésitez pas à poser. Le numéro apparaît régulièrement. C'est aussi vrai pour les personnes qui sont en ligne. Je les reçois et je ne manquerai pas de les poser. Pascal, tu nous racontes ce que tu en penses de cette... Est-ce que cette question a du sens ? Mais oui, bien sûr, bien sûr qu'elle a du sens. Donc, alors moi je vais commencer, puisque je suis le philosophe ici, par analyser un petit peu ce concept de perception. Donc, qu'est-ce qu'une perception ? En philosophie, on considère que les perceptions ont en quelque sorte 2 aspects. Il y a d'abord un côté d'expérience consciente. Une perception est liée à une expérience sensorielle consciente. Les philosophes disent que ça fait un certain effet subjectif, par exemple de voir une couleur, de voir une forme. Si vous voyez la couleur rouge de mon écharpe, par exemple, eh bien, ça vous fait un effet subjectif. Et puis, les perceptions sont importantes aussi en philosophie parce qu'elles jouent un rôle dans la connaissance et elles jouent un rôle dans la formation de croyances. Alors, je pense que c'est surtout pour ça qu'on est là et c'est surtout de ça dont on va parler. Donc, à cet égard, la perception renvoie à notre capacité à former directement des croyances sur le monde qui nous entoure à l'aide de nos organes sensoriels. Et
cette capacité à former directement des croyances sur le monde a été beaucoup discutée, critiquée par les philosophes au cours de l'histoire de la philosophie. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, du mythe de la caverne de Platon, qui est une critique très très violente, en fait, de la légitimité de la perception, ou également du doute cartésien, la première méditation de Descartes, où également il critique la fiabilité de la rationalité, disons, de la perception. Mais en fait, aujourd'hui, en philosophie, la position majoritaire... Alors, en philosophie, il n'y a jamais de consensus, hein, je dis tout de suite. Donc, je vais juste parler de la position majoritaire sur la perception. C'est que la perception est une capacité à acquérir réellement des connaissances. Et donc que les croyances qu'on forme sur la base de la perception sont la plupart du temps rationnelles. Ce qui justifie probablement cette idée, c'est que nos organes sensoriels sont quand même très fiables. Bon, par exemple, alors je ne porte jamais de casquette, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que la croyance d'après laquelle je porte aujourd'hui une casquette n'est pas rationnelle dans l'amphithéâtre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que cette croyance pourrait être fausse ? Personne. Hein ? Donc maintenant, je vais pouvoir l'enlever, parce que, encore une fois, j'ai pris cette casquette uniquement pour illustrer cette idée. Donc, on est d'accord que dans le contexte, disons dans un contexte quotidien, la plupart des croyances qu'on forme sur la base de la perception sont très fiables. Elles sont en général rationnelles. Mais dans le contexte des sciences sociales, l'expression qu'on donne à cette expression de perception prend un sens qui est plus large en général. On parle en sociologie et également en économie de perception sociale pour désigner non seulement ces perceptions directes, donc ces expériences vraiment sensorielles, mais également les jugements que les agents forment à propos des autres personnes. Donc on utilise cette expression pour désigner pas simplement des expériences subjectives, mais toutes sortes d'autres choses, et notamment des jugements, des croyances intuitives ou des jugements. Ainsi, on peut parler de la perception que les Français ont de la franc-maçonnerie. Lorsqu'on s'exprime ainsi, on s'intéresse bien plus à des jugements ou à des croyances, et peut-être à des évaluations également, qu'uniquement à des expériences sensorielles. Et on évoquera dans la table ronde les perceptions qu'ont les gens de l'inflation. Donc on peut aussi appliquer cette expression de perception à des grandeurs macroéconomiques, mais bien évidemment on n'a pas d'expérience subjective directe de ces grandeurs macroéconomiques. Ce qui se passe plutôt, c'est que sur la base d'un très grand nombre d'expériences, d'un très grand nombre d'observations et également d'interactions sociales complexes, nous formons nos convictions subjectives sur l'inflation indépendamment des théories économiques. Et c'est ça qu'on appelle les perceptions. Donc par exemple la perception de l'inflation. Alors ça c'est un point qui est important parce que vous voyez que cette notion de perception telle qu'elle est utilisée en sciences sociales, elle est un petit peu différente quand même de l'idée vraiment d'expérience sensorielle. C'est quelque chose qui peut être moins direct que les expériences sensorielles, qui peut impliquer des jugements, qui peut également impliquer des inférences. Vous voyez par exemple dans le cas de la casquette tout à l'heure, si vous avez des préjugés contre les porteurs de casquettes, vous auriez pu vous dire « Ouh là là, le niveau à la Sorbonne baisse vraiment ». Mais alors ça, c'est une perception sociale. C'est pas, et par contre, là, on a quelque chose qui peut être beaucoup plus facilement, certainement biaisé, qui peut certainement, selon les contextes, manquer de fiabilité, parce que ça repose sur une inférence, et ça repose sur vos préjugés, sur vos croyances préalables, sur des capacités cognitives comme l'attention, la mémoire, les émotions, etc. Alors, afin d'illustrer cette idée d'après laquelle les perceptions en ce sens un petit peu élargi, peuvent être biaisés. Je vais prendre un exemple vraiment très très simple, parce que moi je ne suis pas économiste, donc je vais prendre des exemples très simples. Supposons que deux étudiantes en première année de licence, que je vais appeler Opti et Pessi, Opti pour optimiste et Pessi pour pessimiste, supposons qu'elles aient eu exactement les mêmes notes au cours du semestre, 13, 8, 14 et 6, mais que Pessi voit la vie en noir et Opti la vie en rose. Et Pessi se rappelle uniquement de ses mauvaises notes et Opti uniquement de ses bonnes notes. Vous voyez, là, en fait, leurs expériences sensorielles sont les mêmes, parce que les notes qu'elles ont vues sur leur copie, ben, c'est les mêmes notes. Donc, en tout cas, elles ont des expériences sensorielles très, très, très semblables. N'empêche que leur perception d'une certaine caractéristique sociale, qui est leur niveau, en l'occurrence académique, leur niveau scolaire ou leur niveau académique, cette perception est très très différente. Dans un cas, Pessi va se percevoir comme une étudiante médiocre, Opti plutôt comme une excellente étudiante. Et qu'est-ce qui explique cette différence ? Ben ici, ce qui explique cette différence, c'est que l'une voit le verre à moitié vide, Pessi, et l'autre voit le verre à moitié plein. Et cette métaphore du verre à moitié vide ou à moitié plein, je pense qu'en fait, c'est vraiment une métaphore qui est assez parlante pour comprendre comment la perception sociale peut être biaisée. Si on veut utiliser un vocabulaire plus
savant ou plus technique, ce qu'on peut dire ici, c'est que les jugements de Pessis sont influencés par un biais de négativité et les jugements de Opti par un biais de confiance excessive. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, donc, il y a clairement une influence du sentiment, en tout cas, et de la perception du niveau. Cette perception est influencée par peut-être, alors encore une fois, ça peut être l'humeur, ça peut être les émotions, mais en tout cas, il y a une influence qui s'exerce. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais dire un tout petit mot des relations entre nos jugements naïfs, nos perceptions et nos sentiments subjectifs, et les théories ou les mesures qui sont plutôt utilisées par les économistes, par les scientifiques. Alors ce que je voudrais dire, c'est que ces relations sont complexes, mais que dans le cas de l'économie, on peut imaginer que nos intuitions nous trompent très fréquemment et que nos jugements, disons, naïfs, soient souvent biaisés et erronés. Considérons par exemple le cas d'une variable macroéconomique majeure qui est l'inflation, dont on va parler dans cette table ronde. Les gens forment des jugements sur l'inflation. Ces jugements dépendent de leurs expériences, de leurs observations, mais également de leur représentation naïve en fait, du phénomène, de ce qu'on pourrait appeler la théorie naïve que les gens se forment sur l'inflation. Or, cette théorie naïve peut être très différente des théories des économistes. Alors, à vrai dire, les psychologues se sont intéressés à cette question. Les théories naïves de l'inflation, c'est quelque chose qu'on étudie depuis les années 1930 à la suite de l'hyperinflation en Allemagne. C'est quelque chose qu'on peut étudier en faisant des enquêtes, en fait, en distribuant des questionnaires aux gens et en leur demandant d'associer le concept d'inflation aux concepts qu'ils considèrent comme fondamentaux. Et lorsqu'on fait ça, il ressort des travaux, notamment de certains travaux récents sur cette question, que les gens ont tendance à percevoir l'inflation comme un phénomène essentiellement négatif, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, des économistes. En économie, ça dépend du contexte. Il y a des situations où l'inflation peut jouer un rôle, en fait, positif. Un phénomène essentiellement négatif qui conduit à des prix plus élevés, à une baisse du niveau de vie et à une perte de la valeur de la monnaie. Et donc, c'est une conception qui est assez différente de la conception scientifique. Notamment, les gens ne considèrent pas que l'inflation est essentiellement liée au niveau des salaires, à l'action de la Banque centrale, au commerce extérieur ou au niveau de l'emploi. Et surtout, je pense que c'est la chose fondamentale, et peut-être dans la discussion, ce sera un point important, la théorie naïve inclut vraiment une évaluation fortement négative. Contrairement aux économistes, les acteurs sociaux manifestent une profonde aversion pour l'inflation, parfois même indépendamment du niveau réel des salaires. C'est-à-dire le niveau réel des salaires peut rester stable ou même augmenter, mais s'il y a beaucoup d'inflation, les gens peuvent être mécontents. Alors évidemment, on peut imaginer que cette théorie naïve, qui est différente de la théorie des économistes, biaise leur perception et peut-être biaise leur perception de l'évolution de leur niveau de vie, du bien-être, etc. Alors c'est un point qui est dans le contexte de l'élection présidentielle aux États-Unis, où probablement la perception par les gens des effets de l'inflation a joué un rôle important. Je pense que c'est quelque chose évidemment qui est d'actualité. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette mise en perspective philosophique. Merci beaucoup Pascal. Alors, je vais distinguer quelque chose sur ce qu'a dit Pascal, et ça nous permettra après, plus tard, de rebondir. C'est que typiquement, la question des perceptions de l'inflation est une excellente discussion à avoir sur est-ce qu'elle nous trompe ou pas. On sait qu'il y a des perceptions très différentes. Et typiquement, la Banque centrale, la Banque de France, la Banque centrale européenne, en fait, ont la même aversion que les personnes dans l'économie pour l'inflation. Donc là, il va falloir distinguer. Je vous amène un peu déjà à une forme de distinction entre ce que va dire ou ce que peut dire la théorie économique d'un côté, et puis le but qui a été assigné démocratiquement, enfin au sens qu'il y a eu un vote pour ça, qui a été de dire la Banque centrale doit lutter contre l'inflation, enfin la maintenir très stable à 2%. Alors, à voir, on reviendra là-dessus avec Erwan. Mais avant de retourner à l'inflation, Annie, il y a quelque chose qui serait intéressant que tu nous dises ou que tu nous racontes, qu'on entende. C'est est-ce que l'économie, enfin les économistes ont la même acception de la perception que celle développée par Pascal ? Il y a cette idée souvent que l'économiste est celui qui promeut l'agent rationnel, celui qui ne serait pas doué de perception ou d'émotion. Et est-ce que d'où ça vient ? Ça a un sens ? Parce que moi, personnellement, en tant qu'individu, le soir, quand je débranche mon cerveau d'économiste, je n'arrive pas avec l'hypothèse de rationalité. C'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire parce que lorsque l'économie politique se constitue comme discipline à la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà 2 siècles, beaucoup plus diraient les philosophes, de débats sur ce que Kant va opposer comme la rationalité ou l'entendement d'un côté et les sentiments moraux de l'autre, c'est-à-dire les perceptions, les sentiments, les émotions. Dans le titre, il y a nos perceptions nous trompent-elles. Donc trompent-elles par rapport à quoi? Par rapport à quelles règles, quelles normes? Et en théorie économique, le débat qui a été convenu, les Allemands, je crois que vous êtes allemande, le débat que les scholars allemands ont appelé à la fin du XIXe siècle das Adam Smith Problem, mais je ne parle pas allemand, c'est quoi? C'est l'opposition. Le problème d'Adam Smith, c'est que Adam Smith, un des fondateurs de la discipline, en 1759, il écrit une théorie des sentiments moraux. Là, on est dans les sentiments moraux. La sympathie, l'altruisme, les émotions, les perceptions, les jalousies. Voilà. Et ensuite, quelques années plus tard, 1776, la richesse des nations. Là, on a une hypothèse de rationalité. Pourquoi? Parce que si on veut faire une théorie de la société dans son ensemble, il faut une hypothèse de comportement qui ne correspond pas à ce qui est éprouvé par les agents, qui ne correspond pas à ce qu'on observe, mais on est obligé de dire, voilà, les individus, en gros, je fais l'hypothèse abstraite, théorique, mathématique, modélisée, tout ce que vous voulez, je fais l'hypothèse qu'ils se comportent de telle façon, c'est-à-dire qu'ils préfèrent plus à moins, qu'ils n'aiment pas l'effort et qu'ils aiment le plaisir, etc. Et donc, cette tension, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Elle fait à la fois l'objet des critiques que la théorie économique fondée sur l'hypothèse de rationalité va subir au XIXe siècle. On dit c'est une science sinistre. Les sociologues, quand ils commencent, les Veblen, les Weber, disent « mais pas du tout, les individus n'agissent pas comme ça, les individus ne sont pas rationnels, ce que nous savons tous. Les individus, alors Weber dit il y a 2 formes de rationalité, il y a une rationalité en finalité, celle des économies, et il y a la rationalité en valeur, on peut agir par altruisme, on peut agir au nom du sens commun, on peut agir pour le climat. » Veblen, autre fondateur de la sociologie, dit « mais nos perceptions sont centrales, la rationalité, ça n'existe pas. Nos perceptions sont façonnées par des institutions. Ce n'est pas nous qui aimons ou pas le climat, qui aimons ou pas les autres, qui nous comparons. Ce sont des institutions si on est de telle religion, de tel groupe familial, de telle identité, etc. » Tous ces débats, cette opposition, elle court, elle court, elle court. Alors, du côté de la théorie économique, standard, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mainstream, c'est un peu un anglicisme, je reconnais. C'est une facilité. C'est un peu un anglicisme, c'est un peu une facilité. Donc, la plus acceptée. Alors, du côté, à partir entre 1871 et 1871, la Révolution, tu veux que je raconte tout ça? Non. Bon, en gros, à partir du marginalisme, c'est-à-dire la base de la théorie économique actuelle, en passant par Keynes, cette hypothèse de rationalité, elle est posée comme une hypothèse mathématique. L'économie se mathématise, on se donne de nous. Et on dit, voilà, je fais l'hypothèse que les individus sont rationnels, ne me cassez pas les pieds là-dessus. Moi, ensuite, j'ai à faire des équations d'équilibre général, j'ai à faire des modèles macroéconomiques. Voilà. Donc, j'ai cette hypothèse que les sociologues, que les psychologues, que les anthropologues, que les démographes se débrouillent. Ce n'est pas mon domaine. Et puis, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à déplier cette hypothèse de rationalité. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a la théorie des jeux qui dit, oui, mais quand je fais un choix, je regarde ce que va faire l'autre. Il y a Herb Simon qui va déplier la rationalité en disant, mais elle est limitée, je vais m'arrêter, je ne vais pas prendre 2 heures pour choisir une brosse à dents la moins chère, de meilleure qualité, je vais dans la pharmacie d'en face et acheter la première brosse à dents. Je vais aller dans les SUG, ce qu'on appelle les second best, un autre anglicisme peut-être, optimum de second rang, choix, je ne sais plus, peu importe. Ensuite, vous avez les débuts de l'économie expérimentale, le paradoxe d'Halley. On vous présente un problème de telle façon ou de telle façon, vous ne réagissez pas de la même façon. Donc on réintroduit quoi? Les perceptions. Non pas sur nous trompe-t-elle ou pas. Je ne sais pas qui a choisi ce titre, Vincent. Non pas sur nous trompe-t-elle ou pas, mais les perceptions doivent être prises en compte dans le cadre de cette théorie économique fondée sur l'hypothèse abstraite de la rationalité. Alors ensuite, il y a l'économie comportementale, ensuite, il y a la neuroéconomie. Il y a toute une série de... On développe aujourd'hui, on va y revenir dans le deuxième tour de table, il y a toute une série de mesures de politique qui vont prendre en compte les perceptions des agents. Mais le cadre, l'architecture, la structure, l'ossature, le squelette
de la théorie économique de référence, je préfère ça à standard ou mainstream, c'était pour te faire réagir, ça a marché, le squelette de la théorie économique reste fondé sur cette hypothèse qui est aussi vieille que Hobbes. Hobbes, il disait, moi je sais que les gens, ils font n'importe quoi, ils sont mus par les passions. Ils s'engueulent, ils font la guerre, ils sont jaloux, ils veulent piquer les amoureux des autres, ils veulent piquer l'or des autres, ils veulent piquer le pays des autres, etc. Mais si je veux faire une théorie de la société dans son ensemble, je dois supposer qu'ils obéissent à leur intérêt propre, qu'ils sont rationnels. Ils ne le sont pas, mais j'écris une théorie abstraite, donc je ne représente pas la réalité. Et cette tension entre une théorie économique qui fait une hypothèse de comportement, qui suppose donc que les individus ont des perceptions, mais que ces perceptions vont les conduire à un comportement rationnel, quelle qu'elle soit, alors qu'on sait très bien que c'est faux, cette tension entre cette théorie et ce que disent les psychologues, les sociologues, les anthropologues, tous les spécialistes, les cognitivistes, tous les spécialistes des perceptions individuelles, cette tension, elle existe depuis 3 siècles et le débat qu'on a eu ce matin sur l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, ne fait que renouveler cette vraie question sur les perceptions et la rationalité. Merci beaucoup, Annie. Erwan, tu es un macroéconomiste, tu travailles sur l'inflation et les salaires depuis quelques années. En tous les cas, c'est ma perception. Et du coup, la rationalité, elle est au centre, en fait, de la capacité des économistes et même, on va dire, de la Banque centrale, par exemple de la Banque de France, à dire quelque chose sur le réel économique, à agir en fonction du réel économique. Et pourtant, la question des sondages, de l'analyse de la perception de l'inflation, elle est au cœur en même temps, j'ai envie de dire, de la décision par les banques centrales. Et donc, une partie de ton travail, c'est de regarder qu'est-ce qui détermine nos perceptions d'inflation à nous. Et je dois vous dire que moi, je suis toujours pris entre 2 domaines, puisque je suis économiste aussi à la Banque de France. Le premier, c'est de savoir le vrai chiffre de l'INSEE, et le deuxième, c'est celui que je calcule quand je vais dans les magasins. Alors, du coup, lequel est le vrai, Erwan ? Faut que je dise la vérité. Je pense que dans cette théorie qui essaye d'aller au-delà un peu de l'hypothèse de rationalité, elle s'appuie aussi sur un ensemble de travaux un peu empiriques qui cherchent à mesurer un petit peu jusqu'où les ménages sont irrationnels ou ont des frictions informationnelles. Juste quelle information ils utilisent, quelle information ils ont sur les sujets économiques et qu'est-ce qu'ils utilisent pour prendre des décisions. Donc, cette littérature empirique qui est à la frontière de la psychologie, de l'économie, du marketing, elle est complètement en réponse à ces développements théoriques qui disent bon, l'hypothèse de rationalité, c'est peut-être un peu schématique. Essayons d'introduire plus de complexité dans le comportement des agents, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Comment on sait que les agents, jusqu'où ils sont irrationnels, jusqu'où ils n'ont pas accès à l'ensemble de l'information économique ? Donc c'est là que se développe un certain nombre d'enquêtes ou de travaux empiriques qui visent à demander aux ménages, aux entreprises, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de comment l'économie fonctionne ? Qu'est-ce que vous savez de l'économie ou qu'est-ce que vous percevez de l'économie ? Parce que c'est bien ça la question qu'on peut se poser, de savoir comment les ménages, comment les entreprises perçoivent le fonctionnement de l'économie et comment ça va influer la façon dont ils vont prendre des décisions. Quand vous allez consommer, quand les entreprises vont investir, quand elles vont embaucher, elles vont baser leurs décisions sur un ensemble d'informations à leur disposition. Et dans ces informations, il y a l'information macroéconomique. Il n'y a pas forcément que leur information locale. Il y a aussi comment ils perçoivent l'environnement. Est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Si oui, pourquoi ? Tout ça, un ensemble d'informations que les ménages et les entreprises vont utiliser pour prendre ce type de décision. Donc nous, ça nous intéresse en général en tant qu'économistes, notamment parce que ces modèles se développent maintenant et incorporent ces questions de rationalité limitée, de friction informationnelle. Ça nous intéresse de savoir si ces hypothèses qu'on rajoute, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce qu'elles existent dans la vraie vie. Donc il y a des enquêtes. Un des sujets sur lesquels les perceptions peuvent être un peu différentes d'une forme de réalité, c'est sans doute l'inflation. L'inflation, c'est peut-être un des meilleurs exemples où nos perceptions, qui sont souvent liées à notre vie quotidienne, c'est-à-dire l'inflation, vous en faites l'expérience. On en fait tous l'expérience. Quand on va acheter, quand on va au supermarché, quand on passe en voiture devant une station-service, on se dit, est-ce que les prix augmentent ou est-ce que les prix baissent ? C'est quelque chose qu'on fait un peu spontanément comme ça.
Et c'est une façon d'avoir une expérience de l'inflation et de l'augmentation des prix. Et en même temps, l'inflation, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un concept, une variable qui est mesurée très précisément avec des milliers de prix par l'INSEE. C'est une agrégation de l'ensemble de la consommation des Français. Donc on sent bien qu'il va y avoir un écart entre ma perception au quotidien et puis la mesure que l'INSEE va en faire, qui va être en moyenne, qui va être agrégée, qui va être relativement objective. Et d'ailleurs, souvent dans les enquêtes, quand on interroge les ménages sur l'inflation, ils nous donnent une réponse et ils nous disent « mais je ne suis pas très sûr ». Souvent, il y a un haut degré d'incertitude. Quand on vous pose la question « quel est le niveau d'inflation aujourd'hui ?», les ménages donnent un ordre de grandeur, mais souvent, ils ne sont pas très au clair sur le niveau d'inflation. Si je vous demande à vous, aujourd'hui, quel est le niveau d'inflation en France, il y a quelqu'un qui connaît exactement la bonne réponse. Bon, c'est la bonne. C'est un public un peu sélectionné, je pense. Bon. Donc, Moi, je réponds 10. Pardon ? Moi, je réponds 10. Ouais, tu réponds 10, c'est bien. Parce que c'est plutôt ça la réponse qu'on nous donne en général. Donc, je vais vous présenter ici ce qu'est l'inflation telle qu'elle est perçue par les ménages et telle qu'elle est mesurée par l'INSEE. Donc en rouge, c'est l'inflation telle qu'elle est perçue par les ménages européens. C'est le niveau. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui fluctue autour de 5. Et puis au moment où l'inflation augmente, ça commence à augmenter assez fortement, ça atteint jusqu'à 17%. Donc ça, c'est l'inflation médiane telle qu'elle est perçue par les ménages en Europe, selon l'enquête de la Commission européenne. Deux observations. Une première, c'est que la perception médiane, elle est assez corrélée avec l'inflation telle qu'elle est. C'est-à-dire, dans l'idée, est-ce que les perceptions nous trompent ? Bon, on voit bien que les ménages savent quand même quand l'inflation est plus forte que quand elle est plus faible. Ils ont une vision un peu globale des mouvements de l'inflation dans l'économie. Ils savent à peu près où on en est. Par contre, quand on essaye de savoir est-ce que vous connaissez le niveau de l'inflation, là on voit bien qu'il y a une surestimation systématique. L'écart, il est presque de 5 points plus sur certaines périodes. Un élément intéressant, c'est le moment où l'inflation augmente fortement. Donc en Europe, l'inflation, elle a atteint un pic à 10%. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les perceptions ont eu plutôt tendance à réagir avec retard. L'écart s'est resserré quand l'inflation a augmenté. Souvent, on réagit avec retard, on ne s'en rend pas tout de suite compte que l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'on croyait. Et le deuxième élément, c'est que si vous regardez les derniers points, donc les tout derniers mois, elle ne recule pas aussi vite que l'inflation. Les gens continuent à penser que l'inflation est beaucoup plus élevée qu'elle n'est, et l'écart est maintenant énorme. On est à un niveau supérieur à 10 alors que l'inflation est inférieure à 2. Donc l'écart, il est de l'ordre de 10 points. Ici, ça c'est un point important pour nous en ce moment, d'essayer de savoir ce qui se passe chez les ménages, notamment l'idée qu'ils ont vu que les prix ont augmenté, donc il y a eu de l'inflation à un moment donné, les prix aujourd'hui sont plus élevés, mais ils ne bougent plus. Donc il n'y a plus d'inflation, mais les prix continuent à avoir un niveau relativement élevé par rapport à la période précédente. Et donc ça, c'est un point important aussi dans nos perceptions, c'est quel est le repère temporel que je prends pour mesurer l'inflation. L'inflation telle que l'INSEE la mesure, c'est sur un an. C'est de combien les prix ont augmenté sur un an. Mais nous, quand on pense à l'augmentation des prix, on ne pense pas forcément par rapport à novembre de l'année dernière, où on en était, etc. Je vais avoir un repère temporel qui potentiellement est un peu différent, qui par exemple est avant que les prix augmentent. Et donc je vais dire, c'est 10%, en fait j'ai toujours en tête que je réfléchis par rapport à 2021 par exemple, ce qui n'est pas du tout comment l'INSEE calcule l'inflation. L'INSEE calcule l'inflation sur un an, et on regarde sur un an comment les prix ont augmenté. Donc ça, c'est une différence assez importante. Donc il y a une surestimation qui va s'expliquer par des biais cognitifs. Je suis plus ou moins au clair, ma fréquence d'achat de biens, je suis plus ou moins sensible aux hausses de prix qu'aux baisses de prix, etc. Donc ça, je vais en parler dans une minute. Et puis, il y a aussi la complexité de la mesure. Le repère temporel, le fait que j'agrège, donc c'est tous les biens dans l'ensemble de l'économie française, c'est pas que les biens du quotidien, donc il y a des services que je consomme moins souvent, mais il y a aussi de l'essence dans l'inflation que j'achète chaque semaine par exemple. Donc cette agrégation, elle n'est pas du tout simple à faire. A priori, c'est même quasiment impossible. Il faut avoir une idée de la structure de la consommation, du panier moyen en France. Enfin, bon, c'est pas si évident, donc la surestimation, elle peut venir aussi de l'écart entre ma perception au quotidien et de la complexité de la mesure. Un autre point qui est lié à la surestimation, c'est le fait qu'on a tous une perception d'inflation très très différente.
Ici, je représente à peu près la même chose que la zone grisée. C'est l'écart. Donc le bas, c'est le premier quartile. Donc les 25% des ménages pensent que l'inflation est perçue et en dessous de la zone grise. Donc ils ont une perception d'inflation qui est assez proche de l'inflation réalisée, en vérité. Mais il y a un quart des ménages qui pensent qu'on est au-dessus de la zone grise. Donc c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de 25% quand l'inflation atteignait son pic. Il y a un quart des ménages qui pensent que l'inflation est au-delà de 25% quand elle est à 10, mesurée objectivement. Donc il y a une diversité de vues sur l'inflation perçue. Chacun va avoir des opinions très très différentes sur ce qu'est l'inflation, avec des écarts qui sont systématiques, c'est-à-dire qui s'expliquent pas complètement le hasard. Donc il y a des explications qu'on peut trouver, des écarts systématiques qu'on trouve dans la littérature. Un exemple typique, c'est les femmes pensent en moyenne que l'inflation est plus élevée que les hommes, avec des écarts significatifs dans tous les pays. On a écrit un blog depuis avec 40 ans. On a écrit un blog avec Vincent là-dessus. C'est systématique et il y a énormément d'études qui renseignent cet écart systématique. Il y a des caractéristiques type de diplôme, de revenus, d'âge. Les personnes plus âgées ont tendance à avoir une inflation perçue plus faible que les personnes plus jeunes, par exemple. Donc ça, c'est des différences systématiques qu'on observe et qui fait qu'il va y avoir une dispersion énorme des réponses que les gens donnent quand on leur demande où on en est sur l'inflation. Mais du coup, tu n'as pas encore répondu, savoir si c'était lié au genre ou à quelque chose d'autre, la différence entre les hommes et les femmes. Donc, ouais, j'y viens. Derrière, c'est caractère. Je suis un peu lent là, c'est ça que tu es en train de d'essayer de. Je suis en train de te faire percevoir. Donc, je reviens au point dont on a parlé au début aussi, qui est le fait que un des points importants, comment je perçois l'inflation, c'est mes achats du quotidien. C'est ma vie au quotidien. Donc, j'observe certains prix. Et puis je vais avoir tendance à extrapoler un petit peu ce que j'observe dans mon quotidien. Et ça va donner une importance assez plus grande à ces achats du quotidien dans la perception agrégée. Je vais utiliser le peu d'informations que j'ai sur mon environnement pour l'extrapoler en général. Donc ce qui va compter, c'est qui fait les courses, par exemple, dans le ménage. Donc ici, la différence homme-femme, à la fin, elle s'explique généralement par ce biais de genre sur qui est responsable des achats dans le ménage. Si on contrôle de cette variable-là, si vous prenez en compte le fait que vous faites les courses, que ce soit un homme ou une femme, vous allez trouver que les perceptions sont plus élevées. Même si c'est un homme qui fait les courses, il va avoir des perceptions plus élevées. Le fait est que c'est plutôt les femmes qui font les courses, et c'est ça qui explique l'écart entre les deux. Et c'est aussi ces achats du quotidien. J'avais une illustration, ah oui, elle est là. Ici, on a fait une étude avec Vincent, on a demandé aux ménages, qu'est-ce que vous pensez des prix du quotidien, de certains prix de biens spécifiques, donc l'essence, les fruits et légumes, le pain. Est-ce que ça a augmenté, c'est resté stable ou ça a beaucoup, beaucoup augmenté? Et on relie ça aux perceptions. Et il y a deux biens qui ressortent très fortement, c'est l'essence et les fruits et légumes. Dès que quelqu'un nous dit « Ah oui, l'essence a beaucoup augmenté », il a une perception d'inflation qui est 4 points supérieure à quelqu'un qui dit « Oh non, ça n'a pas beaucoup bougé ». Ou qui dit « Ça a augmenté, mais pas tant que ça ». C'est pareil pour les fruits et légumes, mais ce n'est pas vrai pour les autres biens. Donc il y a bien des produits sur lesquels on a tendance à plus extrapoler que les autres. Il y a des études aux États-Unis qui ont demandé carrément aux gens quel est le produit qui vous sert de référence. Quand vous me dites l'inflation c'est de 15%, à partir de quelle information vous me dites ça? Il montre que c'est très genré aussi. Les hommes ont plutôt tendance à dire la bière, donc aux États-Unis la bière et l'essence, et les femmes elles vont avoir tendance à répondre le lait ou le pain. Donc c'est un des résultats de l'étude, elles vont avoir plus tendance à répondre ce genre de choses. Idem si on regarde la fréquence d'achat d'essence. Si vous allez très souvent à la station essence, en particulier en 2022 quand on a fait l'étude, les prix augmentaient énormément. Si vous allez très souvent, vous allez faire l'expérience très fréquente de hausse de prix. Si vous allez tous les jours, vous voyez les hausses de prix de l'essence, et donc vous allez avoir des perceptions là supérieures de 3 points de pourcentage à quelqu'un qui va jamais acheter de l'essence à une station-service. Et ça, donc on l'a montré là, mais il y a énormément d'études qui le montrent, que ces perceptions, c'est la fréquence d'achat et votre expérience des prix. Puis le dernier point, peut-être, après j'arrête, mais il y a un point sur les repères... Vraiment en 20 secondes. En 20 secondes, mais je vais faire en 20 secondes. Il y a un point, c'est le repère temporel, c'est quel est votre dernier souvenir de période inflationniste. Et ça compte énormément parce que souvent, on a tendance à se remémorer les prix du passé beaucoup plus bas qu'ils n'étaient.
Si je vous demande quel était le prix de la baguette en 2001, vous allez, en tout cas, moi, j'ai déjà fait l'expérience, que les gens ont tendance à répondre 1 franc ou 2. Ce qui est beaucoup plus bas que ce que c'est. En vérité, c'était plutôt entre 3 et 4 francs. Et donc, du coup, si vous commencez à penser que le prix d'avant est beaucoup plus bas qu'il n'est aujourd'hui, forcément, aujourd'hui, vous pensez que les prix ont beaucoup plus augmenté. Parce que les prix, vous les observez bien aujourd'hui. Ça, c'est vrai pour le passage de l'euro en France. Il y a une étude qui montre en Allemagne que les gens en RDA, qui n'avaient pas d'expérience de l'inflation, au moment de la chute du mur, connaissent une inflation très forte, ils abandonnent le contrôle des prix, etc. Donc ils ont une expérience d'inflation très très élevée en 89 au moment de la chute du mur. On les interroge en 2014. Ceux qui ont eu cette expérience, ils ont une perception d'inflation, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup plus élevée que ceux qui habitaient à l'Ouest, qui ont le même âge, qui ont les mêmes caractéristiques. Donc ici, l'idée, le point temporel qu'on a en tête, le souvenir qu'on a des prix, il compte aussi énormément dans la façon dont on perçoit l'inflation en général. Merci. C'était super clair, merci. Alors, Erwan a parlé d'une partie de notre vie quotidienne, celle qui est liée aux échanges, celle qui est liée à l'économie. Et Astrid, et ceci n'est pas une répartition genrée de la tâche dans le panel, mais Astrid va nous parler de la place des émotions vues de l'économie, et donc comment on les comprend, les émotions, parce que perception, c'est aussi, enfin, souvent quand on répond « est-ce qu'elle nous trompe ?», c'est qu'on pense à nos émotions, quoi, à ce qu'on ressent. Et donc Astrid, tu vas nous en dire plein de choses, je crois. Oui, donc je ne sais pas si ça va s'afficher. Oui, le diaporama. Donc, oui, super, ça c'était trop tôt. Je travaille en économie expérimentale. Donc, je travaille beaucoup plus proche des psychologues. On s'intéresse vraiment à regarder le comportement et les réactions, donc les perceptions par rapport à des différentes sortes de situations. Donc, il faut que je fasse un peu la publicité. Donc, ici, on a le laboratoire à Lyon, le GAT Lab, où on fait beaucoup de ces sortes d'expériences. Donc, vous êtes tous aussi invités de venir et participer dans nos études. Et donc, un thème qui nous intéresse, donc on travaille aussi sur des thèmes liés à l'inflation, mais je voulais parler plutôt de l'autre chose. On s'intéresse beaucoup à des thèmes liés à la confiance. Parce qu'on sait très bien que la confiance, c'est très très important au niveau économique. Donc, faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est important pour faire des échanges économiques. Il faut que je fasse confiance si j'achète quelque chose qui va me payer, cette personne. Si je donne de l'argent à une banque, il faut que je fasse confiance à cette banque de le retourner à un moment. Donc, on s'intéresse beaucoup à la confiance et de savoir quelles sont les situations, les caractéristiques qui font qu'on fait confiance à quelqu'un. Et je voulais parler à vous d'une situation, une expérience, une étude qui a été faite par des économistes en Suisse. Ils voulaient voir comment les gens réagissent si on voit des différentes personnes. Et donc ça, c'était cette question qu'ils ont posée à des différentes populations. Donc, ici, je vous montre une expérience qui a été montrée à des enfants. Donc, ça, c'est pourquoi la question, c'est imagine qu'aujourd'hui, tu voyages en bateau de Troyes à Ithaque et maintenant, choisis le capitaine de ton bateau parmi ces deux personnes. D'accord ? Donc, il y a deux personnes. Il y a la personne 1 à gauche et la personne 2, et on peut faire l'expérience. Qui veut comme capitaine de son bateau la personne 1 ? Vous pouvez m'en montrer. Et qui veut la personne 2 ? Voilà. Donc il y a, peut-être vous avez maintenant... C'était une grosse groupe qui a voté pour 1. Mais il y a normalement une majorité des personnes qui choisissent dans cette sorte de tâche la personne 2. Et c'est assez robuste, cet résultat. Donc, on a fait ça avec des enfants, on a fait ça avec des adultes dans différents pays. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes sur ces photos, ce sont des politiciens qui étaient dans une élection opposés un à l'autre. Et en fait, si on regarde les résultats des personnes qui ont dit « je fais plus confiance à cette personne ici », c'était la personne 2, ça prédit les résultats des élections.
Donc il y a une vraie corrélation entre ce que, dans ce cas, des enfants pensent, qui est plus digne de confiance, et ce qui se passe vraiment au niveau électoral. Maintenant, il y a une chose, ici, j'ai pris ça comme exemple, qu'on voit entre les deux personnes. La personne numéro 2, elle a une toute petite sourire. Et en fait, on revient un peu aux émotions, tout ça. Il y a des différents signaux qu'on voit dans les autres personnes. Donc là, on commence à être très, très psychologique, qui ont un énorme impact sur nos perceptions des autres. Et le sourire est une de ces choses. Donc si vous voulez avoir un impact sur vous, donc si vous voulez être plus attractif, il y a une chose qu'il faut faire, il faut sourire. Donc ça marche énormément. On a fait des études là-dessus. On a, par exemple, on a demandé des personnes à prendre 2 photos, un sur lesquelles ils ont souri, un sur lesquelles ils n'ont pas souri. Et après, des autres personnes ont regardé ces photos pour dire est-ce que cette personne est attractive. Ici, vous voyez des petits points. Donc, ils sont tous sur cette diagonale de 45 degrés. Donc, en fait, on est plus attractif si on sourit et on est plus digne de confiance. Donc, on a demandé cette question, est-ce que vous pensez que cette personne est digne de confiance? Mais en plus, on a mis des personnes dans une situation où il faut vraiment investir de l'argent dans l'autre personne. Donc, c'était comme si on donne un prêt à quelqu'un d'autre. Et ils sont plus prêts de faire cette action s'ils pensent que cette personne est digne de confiance, donc si cette personne sourit. Trump est... La question était, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que ça marche pour Trump? Oui, ça c'est un peu compliqué. Hein, donc il ne sourit pas, donc il a des autres effets là. Mais donc, juste pour expliquer tout ça, donc, tout ça, on parle de ça comme effet de halo effect. Donc, ça veut dire si on voit quelque chose de positif sur quelqu'un, on pense toujours que ça veut dire que cette personne est juste positive sur toutes les dimensions. C'est un billet, et je voulais juste mettre cette définition parce que pour moi, c'est important. Donc, des billets, en fait, ce n'est pas nécessairement des erreurs, mais c'est un résultat de quelque chose d'autre. Donc, en fait, on parle des heuristiques qui existent dans notre cerveau. Donc, ça, ce sont des opérations mentales qui sont très automatiques, qui sont très, très difficiles à arrêter. Et en fait, ces heuristiques, ils existent pour des très, très bonnes raisons évolutionnaires. Donc, ils nous aident de prendre des décisions d'une manière rapide, fiable, dans des situations qui sont importantes pour nous. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de situations, ces heuristiques sont à l'origine des erreurs. Et ça, c'est qu'est-ce que nous, on pense de biais. Et juste pour revenir à cet exemple, donc, est-ce que, ici, dans cet exemple que je vous avais montré, donc, est-ce qu'il faut faire confiance à quelqu'un qui sourit? J'ai mis ici quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est trop de chiffres, mais il faut juste regarder en rouge, vous voyez une chose, la beauté est très très importante de prédire si on fait confiance à quelqu'un, mais si vous regardez ici, donc le chiffre derrière, ce n'est pas du tout significatif, donc il ne faut pas le faire. Donc la beauté, ce n'est pas du tout prédictif de quelqu'un être digne de confiance. Donc c'est un vrai biais de croire que c'est informatif. Dans ce sens-là, à cette question-là, tu auras une tendance à dire que nos perceptions nous tromperaient, là. Oui. Ok, c'est pour ça que je fais très... Okay. C'est pour ça qu'on fait tous très attention à ne pas parler trop avec les gens beaux. Donc. Du coup, ça nous amène assez naturellement en fait à savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors il y a plusieurs... Qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qu'on vient de dire? On a appris un certain nombre de choses. On a appris qu'il y avait forcément des choses qu'on savait un peu déjà sûrement, sur la présence d'heuristiques, le fait que on ne peut connaître que par la perception. Et ça nous amène assez naturellement à nous poser, enfin en tout cas moi ça m'a amené, quand on a discuté ensemble avant, et je pense que pour vous c'est sûrement la même chose, à 3 types de questions. La première question c'est qu'est-ce que je fais alors? Bon, me méfier des personnes belles, d'accord, mais
plus généralement, est-ce que l'idée, alors on peut reprendre l'idée de rationalité, est-ce que essayer de déconstruire ces biais, essayer de déconstruire les erreurs systématiques qu'on peut faire, c'est une manière d'apprendre et donc de s'améliorer. Donc ça, c'est à un niveau très individuel. Il y a une deuxième dimension, et puis puisque Annie a mentionné l'élection de Donald Trump, on pense tous en termes de perception à ce qu'on apprend comme information, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie. Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur la correction de nos perceptions, mais dans la vie sociale ou dans la vie démocratique. Et puis la troisième, qui est vraiment la cerise sur le gâteau pour un économiste, qui est et en termes de politique économique, est-ce qu'il faut réagir aux perceptions est-ce que c'est grave que tout le monde perçoive que l'inflation est à 20% il y a un an? Alors, Pascal, je propose que tu prennes la main pour nous caler la table. Oui, alors pour essayer de synthétiser un peu, oui, je suis assez d'accord avec la manière dont tu présentes les choses. Donc, alors, je pense que ce qui a été dit confirmait un petit peu, en tout cas la manière dont je comprends les choses, c'est-à-dire que nos perceptions, alors elles jouent, pour reprendre cette notion du fait que notre cerveau est adapté à notre environnement. Donc, en fait, nos perceptions sont fiables dans certaines situations, et en fait dans la plupart des situations. Mais les situations dont on discute ici aujourd'hui, c'est des situations qui correspondent probablement pas tellement aux situations que rencontraient les êtres humains dans leur histoire évolutionnaire. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, les sociétés dans lesquelles vivaient les êtres humains, lorsque l'espèce a évolué, étaient organisées très différemment de la façon dont sont organisées aujourd'hui les sociétés. Donc, ça, il me semble que ce que ça suggère, c'est que, si vous voulez, il y a des domaines dans lesquels notre pensée intuitive est très efficace. Donc, comme on vient de le voir, parfois nos intuitions sont très adaptées, en fait. Nos émotions, par exemple, sont souvent très rationnelles, en réalité. Mais pas toujours. Il y a des fois, et donc on a vu le cas de la beauté, c'est vraiment un très, très, très bel exemple, ou le cas du est-ce qu'il faut faire confiance à des personnes souriantes? Non, en fait, bien sûr. Mais donc, probablement, il y a des raisons évolutionnaires au fait qu'on fasse plus confiance aux gens souriants ou aux personnes belles. Alors ça, il faudrait demander à des psychologues de l'évolution de nous expliquer pourquoi c'est le cas. Mais en tout cas, ça peut effectivement, dans un environnement plus complexe, qui est l'environnement de nos économies modernes, ça peut nous conduire à de mauvaises décisions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est la question que tu poses. Alors malheureusement, je pense que c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, le constat, c'est qu'il y a un écart entre nos manières... Dans le cas de l'économie, il y a un écart entre nos façons intuitives de considérer l'économie et la manière dont les scientifiques et les experts vont se représenter les choses. Et un écart qui parfois peut être vraiment assez important. Je vais juste donner un autre exemple d'un tel écart assez important, qui est encore une fois lié à l'inflation, mais dans un contexte particulier, qui est le contexte des catastrophes naturelles, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié en fait. Dans un contexte de catastrophe naturelle, le prix de certains biens va beaucoup augmenter. Et c'est généralement très mal perçu par les agents, qui demandent à ce que les prix soient contrôlés. On a vu ça par exemple pendant l'épidémie de Covid. Les biens de certains produits a beaucoup augmenté, et effectivement les gens demandaient à ce que les prix soient contrôlés. En fait, tout ça fait l'objet de très nombreuses études, et on sait que ça a des effets assez délétères en réalité, beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, dans le cas du Covid, ça a conduit à des pénuries de certains produits, et ça a conduit non seulement à des pénuries, mais à d'autres externalités négatives, parce qu'en fait, quand il y a des pénuries, dans le cas d'une épidémie, si les gens ne trouvent pas le produit au magasin où ils ont l'habitude de le trouver, ils vont aller dans un autre magasin, et ils vont transmettre encore plus le virus. Donc en fait, ça a eu un coût assez important. Donc par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par Vincent, est-ce que lorsque nos intuitions ou nos perceptions correspondent pas au jugement des experts, est-ce que ça peut avoir des effets négatifs importants? La réponse, à mon avis, c'est oui. Malheureusement, ça peut avoir des effets négatifs très importants. Donc c'est vraiment un problème. Alors par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire peut-être une solution, c'est d'informer les gens, de justement essayer de faire de la communication scientifique, d'informer les gens de ce que pensent les experts, d'essayer en quelque sorte de les éduquer, entre guillemets, en tout cas de transmettre l'information scientifique. Et bien évidemment, moi en tant que philosophe, je pense que c'est une excellente chose de faire ça. Mais là, malheureusement, donc c'est
clairement une question essentielle en démocratie. Lorsque les experts ont raison et que nos perceptions intuitives sont incorrectes, il faut essayer, enfin en tout cas si on veut que nos actions réussissent, il vaut mieux essayer de s'aligner le plus possible quand même sur le jugement des experts. Mais malheureusement, ce que montre la littérature empirique sur cette question, la littérature expérimentale, c'est que ça marche pas forcément très bien de simplement communiquer. Alors, ça marche pas forcément très bien. Il y a une étude récente qui est parue en 2023, je ne vais pas vous citer les références, mais qui porte justement sur ces situations de hausse des prix dans des contextes de catastrophes naturelles. Et donc ce qu'ont essayé de faire les auteurs de l'étude, c'est vraiment d'informer les agents économiques, les gens, de les informer de l'avis des experts sur cette question, de leur expliquer que une majorité d'experts, une grande majorité d'experts en fait, pensaient que le contrôle des prix dans cette situation avait des effets délétères. Et on essaie de mesurer, de voir si les gens changeaient d'avis ou pas. Est-ce que lorsqu'on leur explique qu'en fait il peut y avoir une rationalité dans ce contexte précis de la hausse de certains prix, même de hausses qui peuvent être jugées excessives intuitivement, est-ce que les gens l'acceptent ou pas? Et la réponse c'est plutôt non. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. En fait, alors et on ne sait pas forcément très bien pourquoi. Une raison ça pourrait être exactement ce qui a été évoqué là, c'est-à-dire est-ce que les gens font vraiment confiance aux experts? Vous voyez, c'est aussi un problème, évidemment une problématique qui est très importante aujourd'hui dans nos démocraties. Quand il y a un écart entre l'avis des experts et les intuitions des gens, ça ne suffit pas forcément de donner la parole aux experts et de transmettre les informations qui sont produites par les experts, parce que encore faut-il que les gens aient confiance dans ces experts, et ce n'est pas forcément du tout le cas. Enfin, en tout cas... alors, donc ça, c'est disons en quelque sorte le message un peu pessimiste que je voulais transmettre, c'est-à-dire que ce problème de la confiance, c'est un problème qui est très difficile, probablement. Alors, c'est certainement une raison de faire des travaux expérimentaux sur ces questions. Comment est-ce qu'on peut faire, justement, peut-être aussi pour augmenter la confiance que les gens ont dans la science et dans la vie des experts? Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, mais c'est une question qui est difficile. Alors, un message quand même optimiste que je voulais aussi faire passer, parce que bon, quand on parle des biais... des heuristiques et parfois de la manière dont y compris certaines de nos représentations inconscientes peuvent influencer nos jugements, nos décisions, et pas forcément pour le meilleur, on pourrait en tirer une vision un petit peu pessimiste peut-être de l'être humain et se dire non mais en fait on est tous extrêmement influençables, on peut être facilement manipulés. Alors là-dessus, j'ai l'impression quand même que les recherches aujourd'hui en psychologie cognitive vont plutôt, en tout cas il y a beaucoup de recherches qui vont plutôt dans un sens inverse. Alors à cet égard d'ailleurs j'ai mis dans la bibliographie sur le site web, j'ai mis une référence à un livre qui s'appelle Pané de la dernière pluie d'Hugo Mercier, dont je conseille la lecture, c'est un bon livre. Et en tout cas des recherches qui sont menées par Hugo Mercier et un certain nombre de ses collaborateurs et collaboratrices suggèrent que les gens ne sont pas vraiment crédule, contrairement à ce qu'en psychologie sociale on a pu penser pendant assez longtemps, que c'est pas si facile que ça d'influencer les gens et que les gens sont tout à fait capables de changer d'avis rationnellement. Donc en fait, j'ai envie de dire que mon avis par rapport aux questions que soulevait Vincent, c'est un avis qui est nuancé. Je ne suis pas pessimiste sur la démocratie. Je pense que les gens peuvent tout à fait changer d'avis. Ils ne sont pas nécessairement influençables. Ils ne sont pas si manipulables que ça, ou si sensible aux fake news qu'on pourrait le penser. Ce que montrent les recherches actuellement, c'est que lorsque les gens sont sensibles aux fake news, c'est généralement parce que dès le départ, ils croient en ces fake news ou ils veulent y croire. C'est-à-dire forcément, quand on a certaines opinions, il y a le biais de confirmation qui fait qu'on a tendance à vouloir être confirmé dans la position qu'on a. Mais ça, tout le monde est victime de ce biais, et certains d'ailleurs psychologues pensent que c'est pas réellement un biais. Donc en fait, mon avis est assez nuancé. Je pense qu'il ne faut pas du tout désespérer et on peut tout à fait progresser, mais c'est pas facile. Et je pense que ce concept de confiance doit être tout à fait au cœur de la réflexion.
la confiance dans la science, comment est-ce qu'on peut l'augmenter, comment est-ce qu'on peut faire plus entendre en réalité dans certains cas. Alors parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation, mais je pense qu'il y a un autre domaine où c'est aussi extrêmement important, c'est la transition environnementale, les problèmes liés au réchauffement climatique, où là aussi souvent la voix des experts n'est pas forcément très très bien entendue. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit plus entendue? Et là évidemment les travaux expérimentaux, moi, en tant que philosophe, en tout cas, je pense qu'ils ont une place très, très importante. Voilà. Alors, je pense que naturellement, comme tu as fait une belle transition avec le fait qu'Erwan pourrait nous parler de la place de la confiance dans la perception, et puis aussi cette idée et ça fera le lien avec une session qui suit dans un autre lieu, l'idée de traumatisme lié à l'inflation et des cicatrices qu'il faudrait, ou des plaies qu'il faudra cicatriser. Et donc du coup, ma question, enfin derrière, enfin il y a des éléments informatifs et extrêmement intéressants dans ce que tu vas dire, mais ma question derrière, c'est comment vous y pensez à la Banque de France? Je fais comme si j'étais extérieur, je suis pas vraiment économiste en fait, je vous promets. Hein. Comme si tu étais extérieur, t'as raison. Ouais, sur la confiance, je pense que c'est un élément assez important, notamment dans l'action de la politique publique en général, macroéconomique, et dans le cas de la politique monétaire en particulier, puisque l'idée de la politique monétaire, c'est de donner la confiance sur la valeur de la monnaie. C'est de donner confiance sur l'idée que la monnaie que vous allez utiliser demain, elle aura toujours la même valeur qu'aujourd'hui. Et ça n'est vrai que s'il n'y a pas d'inflation. S'il n'y a pas d'inflation, vos 10 € aujourd'hui, vous pourrez acheter la même chose demain avec 10 €. Donc si vous perdez la confiance là-dedans, ou dans l'action de la Banque centrale, ça c'est un petit problème pour nous, parce que ça veut dire que vous allez moins accepter la monnaie, vous aurez une défiance devant la monnaie, on va avoir plein de problèmes de banquiers centraux dans ce cas-là. Donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner la confiance, mesurer la confiance aussi, et essayer de voir jusqu'où cette confiance, elle est forte, jusqu'où elle vient affecter un petit peu... Un élément que je peux vous donner, qu'on a mesuré, c'est qu'on peut demander aux gens quel degré de confiance vous donnez aux différentes institutions. Donc en particulier, quel degré de confiance vous avez dans la Banque de France, dans la Banque Centrale Européenne, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc ça, on a demandé aux gens de noter de 0 à 10 quel est le niveau de confiance que vous donnez à ces différentes institutions. Et puis on a mis en regard les perceptions d'inflation que les gens avaient, qui nous ont déclaré dans la même enquête. Et ceux qui ont des niveaux de confiance très élevés, donc qui nous donnent des notes, je ne sais plus exactement, mais pas très loin de 10, ils ont des... Sur 10 C'est sur 10, pardon, oui. C'est de 0 à 10. Ceux qui sont proches de 10, je crois que c'est entre 8 et 10, ils ont des perceptions, quand ils ont une confiance très forte dans la Banque de France ou dans la BCE, ils ont des perceptions de moins 5. Moins 5 par rapport à quelqu'un qui n'a pas du tout confiance. Et ici, je peux vous dire qu'il y a une variabilité. Il y a quand même des gens qui nous donnent 0, d'autres qui nous donnent 10. Mais ce phénomène de lien que les gens font dans la confiance dans la politique monétaire ou dans les institutions en charge de la politique monétaire et la perception de l'inflation, ils ne le font pas pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, ils ne voient pas de lien entre la perception de l'inflation, ou en tout cas, on ne peut pas mesurer de lien entre la perception de l'inflation qu'ils ont et la confiance relative qu'ils font aux réseaux sociaux. Donc il y a des institutions pour lesquelles... le degré de confiance, évidemment, est très très corrélé entre les institutions. Mais... Donc ici, on peut montrer que le niveau de confiance, ça vient affecter nos perceptions d'inflation en général. Et ici, c'est toute chose égale par ailleurs. C'est pour un niveau de connaissance donné. Parce qu'on sait aussi que la confiance, ça va avec la connaissance. Souvent, je fais davantage confiance parce que je connais l'institution, je sais comment elle fonctionne, etc. Après, il peut y avoir un paradoxe, il peut apparaître dans une trop grande confiance dans les institutions, c'est que je suis moins attentif. Je fais une très forte confiance. L'inflation, c'est un sujet complexe. Je me rends compte de mes limites dans la compréhension de ce qu'est l'inflation, etc. J'ai une confiance très forte dans la politique monétaire et du coup, je suis moins attentif à l'inflation, notamment quand elle est faible. Et donc ça peut être un petit souci quand même, notamment quand l'inflation ressurgit. Puisque là, je me sens un petit peu prise au piège. C'est-à-dire, moi, je faisais confiance, je ne faisais pas trop attention à ce qui se passait. Et là, je vois de l'inflation, et là, je me demande pourquoi, tout d'un coup, j'ai de l'inflation, alors que jusqu'ici, tout se passait bien. Donc ici, la confiance, ça ne peut pas fonctionner qu'avec la confiance. Il faut aussi un niveau d'attention un peu soutenu sur ce qui se passe, c'est-à-dire rester informé.
sur comment ça fonctionne, quelles sont les actions qui sont prises pour que ça puisse vraiment être actif comme type de confiance. Donc ça, c'est un point important dans nos perceptions. Il faut quand même avoir un peu d'outils pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. D'où l'idée, et c'est beaucoup ce que font les banques centrales en termes de politique monétaire, de communiquer davantage, d'essayer d'aller un peu en direction des ménages, en direction des entreprises, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer nos actions, d'expliquer nos objectifs, d'expliquer un peu... Cet enjeu de communication, il n'est pas simple parce que la communication sur ce que fait une banque centrale, comment elle agit, etc., c'est un peu sophistiqué. Donc ici, il y a une question, atteindre les gens, faire en sorte que les gens viennent nous écouter, qu'on puisse atteindre un public. Donc ça va se faire via des médias, ça peut se faire de façon indirecte par des médias, aller à la télévision, parler dans un langage qui peut être adapté au public en face duquel on est. Et puis, il y a la question un peu de comment on formule un peu les explications. Donc là, les études montrent quand même que ce n'est pas si simple d'atteindre par une communication directe ou indirecte les ménages ou les entreprises. Les banques centrales, elles vont avoir du mal à atteindre directement les ménages et à les informer sur ce qui se passe. Donc c'est plus ou moins sophistiqué. On sait que par exemple, une politique macroéconomique qui consiste par exemple à augmenter la TVA. Si demain je vous dis la TVA va augmenter de 10 points, bon, ben ça, je pense que vous savez tout de suite ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous avez prévu d'acheter une voiture demain, vous allez l'acheter aujourd'hui. Donc ça, vous comprenez que l'inflation va augmenter demain et que du coup, je vais acheter ma voiture aujourd'hui. Donc c'est ce qui se passe en Allemagne en 2007. Les gens, on leur a dit la TVA va augmenter, ils ont consommé beaucoup plus aujourd'hui. Et ça, c'est cohérent avec l'idée qu'on se fait du rôle de l'inflation sur nos décisions économiques. Ça affecte directement ma décision. Je me dis, ah oui, demain, tous les prix sont plus chers, donc je vais consommer plus aujourd'hui. Donc là, j'agis sur vos perceptions et je vais faire en sorte que vous consommiez davantage aujourd'hui. Par contre, si je vous dis, je vous promets que les taux d'intérêt vont rester bas pendant les 10 prochaines années et que du coup, je vous promets qu'il y ait plus d'inflation grâce à ça l'année prochaine, etc. Là, vous allez déjà avoir plus de mal sans doute à comprendre en quoi ça vous affecte aujourd'hui et ça va avoir du mal à affecter votre consommation d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus sophistiqué comme mécanisme et pour vous, c'est quand même, et pour les ménages en général, c'est beaucoup plus dur à comprendre. On est moins sûr que ça va marcher, ce type de communication qui vise à agir sur vos perceptions et vos anticipations. Bon, enfin, on sait que la communication que les banques centrales ont, elle est souvent de courte durée. C'est-à-dire que les gens oublient aussi vite ce qu'ils ont entendu. Donc ça affecte, souvent notre communication affecte directement ce que les gens pensent. Si je vous dis l'inflation c'est pas 10, c'est 2 aujourd'hui, les gens vont dire ah oui, j'étais pas trop sûr de moi, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être plutôt 2. Mais si je vous redemande le mois prochain, vous allez me redire 10. C'est-à-dire vous aurez oublié que je vous ai dit non mais c'est pas 10, c'est 2 en fait. Et donc ça aussi c'est une difficulté supplémentaire dans la communication, c'est qu'on est face à un flot d'informations et c'est pas si évident que ça d'avoir... Je voulais, sur les cicatrices d'inflation, je peux enchaîner ou... Ouais, en 1 minute 30. En 1 minute 30. Un des sujets aussi, au-delà de la confiance, de la communication, de l'information qu'on a, c'est comment on comprend le modèle économique qu'il y a derrière les variables. Donc l'inflation, c'est une variable. Mais pourquoi l'inflation, elle augmente? Pourquoi l'inflation, elle baisse? C'est quoi la cause de tout ça et les implications pour moi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Est-ce que c'est important que je sache où est l'inflation et pourquoi l'inflation monte? Ce qu'on sait, c'est que quand on demande aux ménages, et je crois que ça a déjà été évoqué, quand on demande aux ménages l'inflation, ça vous évoque quoi? Ça nous évoque une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle macroéconomique. Et donc, pour beaucoup de ménages, le fait que l'inflation augmente, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va avoir un effet principal, c'est que ça diminue mon pouvoir d'achat. Souvent, ce qui se passe, ce qu'on observe, c'est que les ménages surestiment l'inflation, mais sous-estiment aussi la hausse de leurs revenus. Ici, on a fait cette enquête avec Vincent. En haut, c'est qu'est-ce que vous pensez des prix? 99% en 2023. Qu'est-ce que vous pensez sur les prix? 99% des gens nous ont dit que les prix ont augmenté, ce qui est, sans doute correspond à une certaine réalité à l'époque. Ensuite, on leur demande, la réalité. On leur demande sur votre revenu, qu'est-ce qui s'est passé sur votre revenu en euros? En euros, est-ce que vous avez vu votre revenu augmenter, baisser? Et là, bon, c'est beaucoup plus
Bon, mais il y a presque 3/4 des gens qui nous disent « mon revenu, il est resté le même ou il a baissé ». Et ici, donc ça veut dire, je pense que les prix augmentent et je pense que mon revenu va baisser ou est resté pareil. Donc j'ai une perte de pouvoir d'achat ressentie qui est très très forte. Hein, si on la mesure, vous voyez, là c'est la mesure quantitative, on trouvait moins 1,5. Alors que dans les chiffres de l'INSEE, on n'a pas moins 1,5, on a même plutôt un chiffre positif, à vrai dire, sur l'ensemble des revenus en France. Le pouvoir d'achat a plutôt progressé, ou a plutôt beaucoup résisté à cette hausse de l'inflation. Parce qu'en fait, les salaires ont quand même augmenté, parce que le chômage a baissé, donc il y a plus de revenus distribués dans l'économie. Donc en total, en France, les revenus n'ont pas autant baissé que ça. Mais, il parle bien au niveau de la France. Hein, Erwan n'est pas en train de nier que certains ont pu perdre du pouvoir d'achat. Attention. Exactement. Le signal est très clair dans ce qu'il envoie. En moyenne, les ménages vont ressentir une perte de pouvoir d'achat qu'on ne mesurera pas dans les données de la comptabilité nationale, pour la France dans son ensemble en moyenne. Un autre élément, c'est que c'est une mauvaise nouvelle, et en plus, j'ai le sentiment que l'inflation, ça pénalise surtout les plus pauvres. C'est surtout les ménages qui ont le moins de revenus qui souffrent, qui vont voir leurs revenus le moins augmenter avec l'inflation. Et c'est exactement ce que les gens nous disent. Les gens, dans le sondage, les ménages qui touchent moins de 1 000 € par mois, sont ceux qui nous déclarent la plus grosse perte de revenus sur la période. Alors que les ménages qui sont plus hauts nous signalent même des gains, en moyenne. Donc l'idée que l'inflation, c'est inégalitaire, ça touche de façon injuste les gens, et en particulier, ça touche souvent plus mon revenu que celui de mon voisin. Ça, c'est quelque chose aussi qui est largement répandu. Et donc ça, forcément, l'idée que c'est une mauvaise nouvelle, que ça va persister, et c'est quand même un peu en écart avec une forme de réalité sur l'évolution des revenus, ça va venir affecter les décisions que je prends. Donc je passe pas ça, mais puisqu'ici, je vais souvent dire, plus d'inflation, c'est plus de chômage. C'est l'économie va mal, l'économie va très mal. On va avoir ici une relation qui est typique de choc d'offres. Je vois que des chocs d'offres dans l'économie. C'est quoi un choc d'offres ? Un choc d'offres, c'est quand les prix augmentent et que l'activité baisse. Je vois toujours une augmentation des prix liée à une activité qui baisse. Ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité. L'économie n'est pas dominée il n'y a pas que des chocs d'offres dans l'économie. Il y a des chocs de demande où, quand la demande augmente, je consomme plus, les prix vont augmenter. Si je demande beaucoup plus, ça va faire augmenter les prix. Les deux vont dans le même sens. Ça, c'est un choc de demande. Les ménages ne voient jamais de choc de demande. Ils voient quasiment tout le temps des chocs d'offres. Et un point que je veux faire en lien avec cicatrice d'inflation, c'est le lien qu'on peut faire aujourd'hui avec des perceptions d'inflation qui sont encore élevées aujourd'hui. Donc c'est la courbe verte, là. Vous voyez, ça reste encore assez élevé aujourd'hui par rapport à la moyenne de long terme. L'idée que j'ai sous-estimé l'évolution de mon revenu, donc j'ai une surestimation, une sous-estimation très forte de l'évolution de mon pouvoir d'achat, je pense que ça a beaucoup diminué en France. Et donc qu'est-ce que je vais faire quand je perçois ça ? Je vais moins consommer et beaucoup plus épargner. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, le niveau est-ce que c'est le bon moment pour consommer ? C'est la courbe orange, là, vous voyez, elle est encore très très basse. Elle est encore très très basse, à des niveaux historiquement bas, alors que l'inflation a déjà beaucoup reculé. Donc on pourrait se dire, dès lors que l'inflation n'est plus là, je pourrais avoir envie de consommer davantage. Et de l'autre côté, c'est l'épargne, la bleue. Et là, vous voyez, c'est des niveaux historiques. Est-ce que c'est le bon moment d'épargner ? Tout le monde nous dit oui, c'est le bon moment d'épargner. C'est le bon moment d'épargner quand l'inflation est très élevée, pas nécessairement. Ce n'est pas forcément le point de vue de l'économiste de se dire quand l'inflation est très élevée, c'est le moment de garder de l'argent pour vous, parce que la valeur de cet argent dans le futur sera plus faible, puisque les prix auront augmenté. Donc, dans un raisonnement standard, vous pourriez avoir envie de vous dire, vous allez plus consommer quand il y a plus d'inflation. Je vais consommer plus aujourd'hui. Ici, ce qui est une explication possible, c'est le niveau d'incertitude qui est lié au fait que les prix ont augmenté. Je ne sais plus trop où en est l'économie. Je préfère reporter mes décisions de consommation et épargner parce que je crains que mon pouvoir d'achat ait beaucoup baissé et que demain, les chocs soient de nouvelles mauvaises nouvelles qui arrivent sur le front de l'inflation et de l'activité. Donc être précautionneux. Annie ? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé un peu des enjeux théoriques, les tensions entre la théorie économique
les perceptions et cette critique qu'on a pu adresser aux théories économiques au nom de ce que les gens percevaient, ce que les individus percevaient. Là, je voudrais répondre à la question de Vincent sur les politiques économiques en prenant deux exemples. D'une part les nudges et d'autre part la gnotologie. Alors, les nudges, je pense que vous savez tout ce que c'est. En gros, après... Non, mais je vais expliquer. C'est de la rhétorique, mon cher, c'est de la rhétorique. Après la Deuxième Guerre mondiale, développement de l'économie expérimentale, qui en gros était là pour essayer de donner des vérifications, au sens du cercle de Vienne, des théories économiques. Ça ne marche pas complètement, et donc il y a des psychologues qui rentrent en scène. Dans un premier temps, Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui proposent de l'économie comportementale. Astrid en a parlé, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a ce qu'ils appellent des effets de cadrage, framing effects, c'est-à-dire selon la manière dont on présente une question, les individus ne vont pas réagir de la même manière. Et puis ensuite, on va développer avec des heuristiques, avec des biais. Donc il y a toute cette littérature qui se développe. Et dans un deuxième temps, deuxième vague en économie comportementale, on passe aux politiques économiques. Donc avec un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit, de Cass Sunstein et Richard Thaler, sur les nudges. Alors la traduction française, c'est améliorer les nudges. Le nudge, c'est le coup de pouce, c'est le coup de coude, c'est le truc où on pousse un peu quelqu'un comme ça pour l'aider, l'inciter à faire quelque chose, améliorer les décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur. Donc c'était une théorie des politiques économiques. Thaler a été employé par le gouvernement américain, Cass Sunstein par le gouvernement anglais, pour inventer des incitations à ce que les gens consomment moins d'électricité, à ce que les enfants en situation d'obésité se nourrissent de salade de carottes avec un filet de citron plutôt que de merveilleux McDo couverts de mayonnaise et de ketchup, à ce que les gens dans les aéroports ne fassent pas pipi, les messieurs, pas les dames, ne fassent pas pipi à côté, à ce que les gens prennent les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques, etc., etc. Donc il y a toute une série de petits trucs qui ont été inventés pour inciter les individus. Débat immédiatement, paternalisme libéral. C'est du paternalisme. C'est-à-dire que, au nom de quoi est-ce que vous voudriez forcer un gros garçon de 14 ans, couvert de boutons, très gros, très content de l'être et qui adore les McDo, à manger d'horribles salades de carottes industrielles avec un filet de citron genre pulco, au lieu de ce qui lui fait plaisir. Déjà, sa vie n'est pas drôle, donc on ne va pas en plus lui casser les pieds là-dessus. Donc débat sur ce qu'on a appelé le paternalisme libéral. Est-ce que c'est bien d'être paternaliste ou est-ce qu'il faut laisser les individus se comporter comme ils veulent se comporter, avec des enjeux au niveau microéconomique, au niveau macroéconomique, les coûts de la santé. Nous avons une spécialiste devant, Florence Juzeau, qui peut nous parler de tout ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément moins connu, l'agnotologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agnotologie ? C'est une discipline qui a été lancée par un historien du tabac qui s'appelle Robert Proctor, qui en France est reprise par un philosophe que tu dois connaître, qui s'appelle Mathias Girel, des jeunes chercheurs comme Arnaud Didbalek, et qui développe l'étude des techniques d'un certain nombre d'agents économiques pour modifier les perceptions des agents. Donc pour tromper les agents en modifiant les perceptions. Exemple, les fabricants de tabac soumis à une série de procès historiques depuis une trentaine d'années vont payer des experts pour dire « mais non, mais le tabac, non seulement ça ne donne pas le cancer, mais en plus ça développe telle molécule qui protège contre le cancer, et puis de toute façon, c'est pas ça qui donne le cancer, c'est le changement climatique, c'est autre chose, etc. » Donc, quelles sont les techniques ? C'est comme des nudges, mais qui ont beaucoup plus à voir avec l'élection de Trump, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus à voir avec les fake news, avec les réseaux sociaux, avec ces entreprises, avec une certaine presse, avec les réseaux à la Elon Musk, qui ont beaucoup plus à voir avec la production volontaire, consciente et très coûteuse, l'investissement dans un certain nombre de technologies, d'algorithmes qui vont permettre d'algorithmes ou en payant des experts, des faux experts contre les vrais experts. Je ne sais pas ce que c'est qu'un faux expert et un vrai expert, mais on sait tous ce que c'est un peu quand même. Donc sur le changement climatique, sur le tabac, etc., qui vont investir dans ces productions de ce que j'appellerais fake news, mais j'aime pas beaucoup le côté vrai-faux, je trouve ça toujours un peu compliqué, dans la production de contre-expertise
ou de contre-vérité, mais je retombe sur le problème précédent, pour persuader les gens que finalement, ils ont mangé les McDo, c'est pas si mauvais, fumer, c'est pas si mauvais, le changement climatique, il n'a pas vraiment lieu, et l'industrie qui déverse des polluants sur les poissons verts au lieu d'être roses, finalement, les poissons verts, c'est très joli. Et donc, il y a, et c'est extrêmement intéressant, il y a toute une discipline en philosophie, en management, en économie qui se développe avec des jeunes chercheurs, il y en a un dans la salle, qui étudie cette production de fake news. Alors jusqu'à présent, c'était surtout l'apanage des spécialistes de sciences politiques ou de spécialistes de la presse, et maintenant c'est vraiment une réflexion à l'intérieur même de la théorie économique. Merci beaucoup. On n'a pas de questions, donc c'est pas que je vous donne pas la parole, c'est que vous ne souhaitez pas la prendre. Mais voilà. Mais du coup, n'hésitez pas, hein, on a encore un peu de temps. Mais Astrid, est-ce qu'on peut se protéger de ce que Annie vient de dire ou de nous-mêmes, puisque si je me rappelle le premier tour de table, c'est qu'il fallait que je me méfie de moi avant tout. Donc, difficilement. Donc, en fait, comme j'avais dit au début, donc il y a énormément de biais donc, par rapport à des autres. Ça se traduit dans des inégalités. Donc, par exemple, ça c'est un livre par Habermesh sur l'avantage de beauté. Donc, il dit on va gagner entre 10 à 15% plus si on est considéré comme beau. Bon, je n'ai pas regardé ces chiffres en détail, mais juste pour parler d'une autre inégalité, ça c'est plutôt au niveau des salaires en genre. Donc ça c'est en France, donc bon, on peut le calculer de différentes manières, mais il y a une grosse différence en salaire quand même qui persiste entre les hommes et les femmes. Les chercheurs essayent de comprendre d'où ça vient. Donc, il y a plein des choses qui jouent là-dedans. Mais donc, il y a plus ou moins 10% qui sont vraiment là, même si on regarde vraiment le même travail dans les mêmes entreprises, dans les mêmes domaines. Et donc, une partie de ça, c'est la discrimination. Et donc, là, bien sûr, il y a un gros problème. Donc, ça, c'est les perceptions. On fait de la discrimination. Et une chose qui nous intéresse aussi comme chercheurs, c'est si on demande à des personnes, est-ce que vous avez une préférence pour les hommes par rapport à les femmes? Bien sûr, tout le monde dit non. Donc, c'est très, très difficile d'observer la discrimination, de le voir dans des personnes, parce que tout le monde est même convaincu soi-même qu'on ne fait pas la discrimination. Et je voulais juste faire référence à une thèse qui est assez intéressante. C'est une thèse qui a été développée par les chercheurs en Harvard, qui aussi, on va mettre le lien aussi sur Internet. Ça s'appelle l'Implicit Association Test, le test d'association implicite. Parce que comme j'avais dit, donc, beaucoup de ces biais, c'est parce qu'il y a des choses qui sont très liées dans notre cerveau. Et c'est très, très difficile de changer quelque chose dans notre cerveau. Mais il y a des tests automatiques qu'on peut faire sur Internet. Donc, ça joue sur la réaction avec laquelle vous réagissez sur quelque chose. Donc, on vous montre des mots et il faut aller gauche ou droite si c'est un mot qui est masculin ou féminin, etc. Et en changeant, est-ce qu'il faut cliquer sur la droite ou la gauche, on peut vraiment mesurer si on a des biais dans votre cerveau. C'est vraiment intéressant de le faire. On découvre quelque chose sur soi-même. Ça existe aussi par rapport à des autres biais, par rapport à la couleur de peau, avec les religions, etc., etc. Et on a fait des recherches pour regarder si des employeurs, par exemple, qui ont ce biais, donc dans ce test, qui ont fort biais, s'ils réagissent différemment. Et en fait, ils réagissent différemment s'il faut employer une femme ou un homme. Donc, ils pensent que l'homme va être plus fort, plus fiable, plus compétent pour un poste. Donc, il y a un vrai problème de ces sortes de biais. Et donc, on a essayé de voir si, en expliquant à des personnes qui ont ce biais, est-ce que ça va changer quelque chose? Malheureusement, non. Donc, juste savoir que ça existe, ça ne change pas grand-chose.
Donc il faut vraiment mettre en place des changements dans la manière dont on fait le recrutement. Il faut changer le mécanisme, et juste d'être conscient, ça ne change pas encore les choses. Donc ça, c'est un peu comme on a vu avant. Donc on peut vous dire que vous avez fait une erreur par rapport à l'inflation. Il y a 3 jours après, vous avez déjà oublié. Je peux vous donner maintenant une évidence que vous avez une biais contre les femmes ou les hommes. Il y a 10 jours, probablement, vous allez faire la même erreur. Donc il faut vraiment changer quelque chose dont on structure les politiques, etc. Mais du coup, ça m'amène... Il n'y a toujours pas de questions, donc n'hésitez pas, il nous reste 3 minutes, je les lis vite. Ça m'amène à une question qui est, est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'être un peu comme un contrariant? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais dire, dans ce bien inconscient, dans une entreprise entre hommes et femmes, en fait, choisir, s'engager à choisir, dire, je vais choisir une femme, en fait, est une manière de lutter contre ses propres préjugés, j'ai envie de dire, au sens où tu les as définis. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un grand impact? Oui, donc de mettre des pourcentages, de dire on va dire pour la première au premier niveau, il faut au moins qu'il y ait 50% des femmes qui sont invitées pour un interview, par exemple, même si ça ne se prédit pas que cette personne va être recrutée après. Ça a imposé des contraintes. Donc en fait, ça aide finalement. Et alors, j'ai une autre question qui est un peu reliée. J'ai cru comprendre que quand on était beau, les gens nous faisaient plus confiance, mais que ce n'était pas nécessairement prédictif de la coopération. Oui. Et si je vois une personne belle et que je crois qu'elle sera coopérative et que je lui dis, du coup, elle sera par construction aussi plus coopérative. Quelque part, je lutte contre un mécanisme chez cette personne, ou chez moi d'ailleurs, de ne pas être coopératif. C'est-à-dire jusqu'où ce type de prescription, d'être contrariant contre ce qu'on croit, marche. Normalement, non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème de mentir. Donc, même si on dit on vous fait confiance, ils sont contents d'exploiter. Donc, il y a beaucoup de différentes personnalités qui réagissent très, très, très différemment par rapport à ça. Donc, ça peut marcher, mais pas toujours. Ok. Je vérifie... J'aime pas vous mentir, hein. Mais si vous avez une question, un regret de ne pas savoir quelque chose, n'hésitez pas. Ouais. Je vais même vous donner un micro. Simplement, est-ce qu'on a fait aussi une étude en regardant si on mettait plus de femmes chez les recruteurs? Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, juste parce qu'on est soi-même une personne qui est discriminée, ça ne change pas que vous ne faites pas la discrimination vous-même. Donc ça, c'est assez frustrant quelquefois. Donc, quelquefois, c'est les femmes qui ont même des critères plus élevés par rapport à des femmes. Donc ça, c'était un des erreurs qu'on a fait au début. On a pensé juste en mettant des femmes dans des comités de recrutement, ça va résoudre le problème. Mais quelquefois, eux, ils sont plus durs presque parce qu'ils pensent, oui, il faut vraiment... Oui. Donc, ce qui revient à l'idée de donner une chance, non? Non, je ne suis pas du tout obsessionnel. Ok. On va conclure, à moins que quelqu'un ait un dernier regret sur scène. Dans la salle, il n'y en a pas. Mais non. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous remercie pour vos éclairages. Et puis, bonne perception de le reste de la journée. Au revoir.